Bonjour à toutes et tous sur YouTube, habitantes et habitants de la galaxie. Nous sommes toujours en live avec Hugo Tranin, astrophysicien, qui nous a fait part de son travail sur les trous noirs et sur les fusions d'étoiles. Et on passe maintenant au quiz. Il reste avec nous pour le quiz, donc votre but à vous sur YouTube et dans le chat, c'est de battre Hugo. Au quiz, moi je joue pas. Moi aussi je suis astrophysicienne à la base, mais je ne joue pas, parce que c'est moi qui fais les questions. Mais vous avez l'opportunité de jouer face à un astrophysicien ici. La thématique de ce soir, du quiz numéro 36 déjà, c'est les phénomènes dans le ciel de la Terre. Puisque pendant les news tout à l'heure, on a parlé d'aurore boréale, on a parlé de Vénus et Jupiter visibles en même temps dans le ciel très proche. On a parlé plein de choses comme ça. Et donc, je me suis dit que faire un quiz sur les phénomènes du ciel terrestre, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous répondez simplement votre score dans les commentaires, plus un point si c'est bon, moins un point si c'est faux par question. Et si vous êtes dans le chat, eh bien, c'est un petit peu différent. Vous avez 30 secondes pour répondre à la question. Plus vous répondez vite, plus vous avez 2 points. Par exemple, si vous répondez au bout de 2 secondes, vous aurez 28 points, 30 moins 2. Et si vous répondez au bout de 28 secondes, vous n'aurez que 2 points. Mais, attention, il y a un mais, ce sont des points en valeur absolue, puisque si vous avez juste, ce sera positif, et si vous avez faux, ce sera négatif. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, la stratégie habituelle, c'est de répondre le plus tard possible pour, dans le meilleur des cas, gagner 2000 ou 3000 points, et dans le pire des cas, eh bien, en perdre autant. Mais vous pouvez aussi jouer à la roulette russe, hein, en répondant le plus vite possible quoi qu'il arrive, et ça va balancer entre moins 30 000 et plus 30 000 points. Voilà. Moins 30 et plus 30, ça dépend si on compte la virgule ou pas. Voilà. C'est à vous de voir. Il y aura donc 10 questions, et j'ai l'habitude, avec les invités, de lire une question sur 2 et de faire lire une question sur 2 à mon invité. Est-ce que Hugo, tu veux bien lire les questions paires ? Si ça te va, tu les verras apparaître un petit peu en décalé par rapport à moi, mais tu les auras normalement en même temps que les gens sur le live, donc ça devrait le faire. Est-ce que tout le monde est prêt? Faites-moi un petit plop dans le chat si vous avez bien activé QuizKit, si vous êtes prêts et prêtes à jouer. Hop. Et je rappelle également, en bas, vous avez la coupe étoilée qui est affichée. La coupe étoilée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la coupe détenue par le ou la dernière gagnante du quiz de la semaine dernière. Et c'était Martial Relier qui avait gagné haut la main la semaine dernière. Est-ce que Martial est là cette fois-ci? Je ne sais pas. En tout cas, il faut battre Martial cette fois-ci. Voilà. Plop, je crois. Toi, t'es trop nul. Mais non, t'es pas trop nul, Yoneli. Tout va bien se passer. Ah, Martial est là. Martial, est-ce que tu peux nous faire un petit message dans le chat pour les personnes qui vont tenter de te challenger ce soir? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Est-ce que c'est une bonne situation, ça, coupe étoilée? N'est-ce pas? Regarde, tu vois, Hugo, j'ai même une commande pour ça. Ah oui, quand même. Voilà, j'ai même la suite, situation. Voilà, il faut que vous auriez été plus rapide que moi. Alors, qu'est-ce que tu lui dis, Martial? Amusez-vous bien et apprenez des choses. Voilà, c'est la façon beau joueur de le dire. Voilà, donc vous pouvez essayer de battre Martial, mais le plus important, c'est d'apprendre des choses et de s'amuser. Certaines personnes ici présentes s'amusent aussi à faire le score le plus bas possible. C'est à vous de voir. Voilà. Sachant qu'il peut y avoir des remontadas, puisque si, imaginons, Martial a tout bon, mais qu'à un moment donné, il fait moins 30 000 points, et que vous faites plus 30 000 points, il y a possibilité, sur un malentendu, de remonter, quoi. Voilà, donc, et même si vous arrivez en cours de route, d'ailleurs, parfois, il vaut mieux ne pas répondre, comme ça on a 0 points, et puis, mais bon, c'est moins joueur, quoi. Voilà. Allez, on va partir sur la première question, donc je vais lire les questions impaires, et je vais proposer à Hugo de lire les questions paires. C'est parti pour la première question, on y va. Comment s'appelle le phénomène consistant en 2 astres se retrouvant très proches en apparence dans le ciel? On l'a vu tout à l'heure dans les news. Est-ce que c'est une conjonction? Est-ce que c'est une juxtaposition, une superposition ou une congrégation? Congrégation des collectionneurs de planètes dans le ciel. Alors, vous avez juste à cliquer directement sur l'écran
et nous dire s'il s'agit d'une congrégation, d'une superposition, d'une juxtaposition ou d'une conjonction. Ne pas confondre avec la conjonctivite, qui est un rapprochement entre des substances pas très bonnes et les yeux. Alors, voyons voir les scores. Donc j'ai mis un petit peu de latence pour que vous puissiez toutes et tous être au même point niveau temps de réponse, parce qu'on n'a pas tous la même connexion. Et ensuite, je vous montre les réponses. Les astres font des réunions diplomatiques. Oui, c'est ça, tout à fait. Ni avec la conjonction de coordination. Oui, parce qu'en fait, je fais des... pour là où je travaille actuellement, je fais des chroniques pour la radio RCF Lyon, d'astro, une fois par mois, et je pense que je vais en faire une sur la conjonction de Jupiter et Vénus, et je pense que je vais commencer le book par la blague, justement, sur la conjonction de coordination. Je pense que je vais commencer ma chronique par ça. Ça va être très drôle. J'y ai pensé hier soir à cette blague, du coup. Et oui, c'est effectivement la conjonction. Bravo aux 8 personnes qui ont trouvé. Est-ce que Hugo, tu avais la bonne réponse? J'avais la bonne réponse. Eh bien, bravo à toi, Hugo. On va voir si tu as été plus rapide que les personnes dans le chat. Pourquoi on n'a plus de musique, là? Qu'est-ce qui se passe avec la musique? Peut-être pas assez forte. Voilà. Alors, ça donne quoi? Le temps que le jeu veut bien me donner le détail des scores. Voilà. Alors, pour la question, c'est Hugo qui a répondu le plus vite devant Martial Rollier. Mais alors, ça s'est joué à 1 centième. Hein. Non, à 1 dixième. À 1 dixième de seconde. C'est Hugo qui a dépassé Martial. Ensuite, on a Image Numérique et Milky Meda qui résistent en 3e et 4e place. Ensuite, on a El Boucle des Oreilles et Histrion qui se battent pour la 5e place. Et pour l'instant, l'équilibre de la force est entre Adam Terrence et Zicton pour la lutte du point 0. Et c'est Bixif qui pour l'instant ferme la marche, mais une remontada n'est pas exclue. En tout cas, Bixif, dans tous les cas, il faut que tu apprennes des choses, c'est ça le plus important. Et donc pour l'instant, sans surprise, au score total, c'est Hugo pour l'instant qui est en tête. Suivi de Martial Rollier, Image Numérique et Milky Meda, la médaille en chocolat, et en plus ça rime. C'est à toi Hugo de nous lire la deuxième question. C'est parti. On reste toujours dans l'observation du ciel de la Terre. Alors dès qu'elle s'affiche, c'est bon. Comment s'appelle le phénomène consistant à voir un objet du système solaire masquer une étoile lointaine? Une éclipse, un masquage, un transit ou une occultation? Alors ça pour le coup c'est ma thèse à moi. Est-ce que tu as la réponse Hugo? Sans la spoiler bien sûr. Je crois. Ah, Martial Rollier a été trop rapide. Désolé Martial. Alors, est-ce qu'une occultation de coordination existe en français? En fait, c'est compliqué, mais pour le même phénomène, un truc qui passe devant un autre, il y a un nom différent selon les distances en jeu. C'est chiant, mais c'est comme ça. Une éclipse, c'est quand vous avez une lune qui passe devant une étoile ou une lune qui passe dans l'ombre d'une planète, enfin de sa planète. Un transit, c'est quand une planète passe devant son étoile. Et une occultation, c'est quand un truc proche de vous, dans votre système planétaire, passe devant un truc très lointain ailleurs dans l'univers. Ou alors, dans un deuxième cas, c'est quand une lune passe devant un objet lointain du système solaire. Voilà, c'est du système solaire dans lequel vous êtes. Voilà. Et sinon, si c'est un glandu qui fait ça devant le télescope, ça s'appelle une ombre chinoise. Voilà. Un spectacle de marionnettes, une araignée sur le télescope comme dans Tintin, voilà, tout ça, quoi. T'as hésité, t'avoues, Milky Meda? Ah, désolé. En plus, les réponses ne sont pas disposées de la même façon sur l'écran de la streameuse et l'écran du viewer. Bah oui, forcément, parce que sinon je lirais toujours de la même façon et vous auriez toujours, vous pourriez détecter où est la bonne réponse, ce qui serait dommage. Ouais, c'est fait de manière aléatoire. Et faites attention, parfois, quand il y a un bug sur une question et qu'on relance le quiz, des gens se font avoir parce que même si on relance la question, les réponses sont mélangées par rapport à la dernière fois. Donc il y a des gens parfois qui se font avoir comme ça. Donc lisez bien les réponses, quitte à perdre une seconde pour pas perdre 30 000 points, quoi. Et donc la réponse c'était bien occultation dans ce cas-là.
On parle d'occultation stellaire, notamment quand Pluton passe devant une étoile, et ça permet d'avoir des informations sur l'atmosphère de Pluton. Ou quand la Lune masque Mars, ça s'appelle aussi une occultation. Par contre, quand la Lune passe dans l'ombre de la Terre, c'est une éclipse, et si Vénus passe devant le Soleil, c'est un transit. Voilà, c'est les différents cas qui existent. Ça va, Hugo? Ça va, ça va. Je suis juste perdant sur ce coup-là, parce que j'avais dit que j'avais juste, mais non, j'ai faux. Par contre, t'es sûr que t'avais mis transit? Oui, j'avais mis transit. Ouais, bah c'est le cas particulier. Le cas particulier des planétologues relous. Parce que c'est vrai que quand tu parles d'étoiles binaires, on parle de transit, je crois aussi. Étoile qui passe devant l'autre étoile. Mais ouais, effectivement, quand il y a une distance d'un système à l'autre, comme ça, eh bien c'est une occultation. Voilà. Ah bah, techniquement, c'est que des masquages dans tous les cas, ça c'est sûr, Yonali. Mais voilà, il y a des petites nuances de vocabulaire. C'est l'image numérique Adam Terrence et Histrion qui ont le mieux répondu à la question, suivi des boucles aux oreilles. Et c'est Milky Meda et Bixif, cette fois-ci, qui sont à la bascule sur cette question. Et bah, Bixif, j'imagine, ça t'a fait remonter un petit peu. Et cette fois-ci, c'est Zicton qui est passé en queue de peloton. Martial Relier, le détenteur du titre actuel, est en 8e position, donc vous pouvez tout à fait ravir la coupe étoilée à Martial Relier cette fois-ci, sauf remontada fulgurante. Et pour l'instant, c'est Image Numérique qui tente de reprendre la coupe que Martial lui avait prise la dernière fois. Ça va être chaud. On est là pour apprendre exactement Bixif. Ça va être une confusion commune entre transit et occultation. C'est ça, tout à fait. J'essaie de faire un lien avec les choses gastriques, mais le transit intestinal, l'occultation, l'occlusion intestinale. Non, ça ne marche pas. Allez, question suivante. Quand dit-on que de deux planètes, qu'elles sont à l'opposition? Elles sont diamétralement opposées par rapport au Soleil, elles vont dans deux directions différentes dans le ciel, elles apparaissent l'une devant l'autre dans le ciel, ou alors elles sont du même côté du Soleil. Qu'est-ce que c'est qu'une opposition? Alors, il reste 5 secondes, petit indice, on voit la planète plus grosse que d'habitude, quand c'est une opposition. Pour moi, le transit, c'est une camionnette de chez Ford. C'est ça, il vous oreilles. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Alors. Est-ce que... Vous savez, bien sûr, j'ai mis plein de pièges dans ces réponses. Histrion n'est pas sûr du tout. J'ai mis plein de pièges parce que le mot opposition est très trompeur dans ce cas-là. Et effectivement, quand on parle de l'opposition de Mars, c'est quand Mars est la plus brillante et la plus grosse en apparence dans le ciel. Alors pas aussi grosse que la Lune, hein, on connaît ce troll qui date des années 90 quand on s'échangeait des chaînes d'email. Non, pas à ce point-là quand même, mais plus grosse que d'habitude, ça c'est sûr. Et pour qu'elle soit plus grosse que d'habitude, il faut bien évidemment qu'elle soit au plus près de la Terre. Et donc, une opposition par rapport à la Terre, il faut qu'elle soit du même côté du Soleil. Et oui. Je vous montre ce petit diagramme ici, si j'y arrive. Tac. Voilà. Juste à côté d'Hugo, ici, vous devriez voir, voilà. Je peux essayer de le monter un petit peu peut-être. Non. Hop, tac. Voilà, si on voit en fait, il y a le Soleil, la Terre et Mars. Et Mars et la Terre du même côté. Et c'est parce qu'ils sont du même côté, donc Mars est au plus près de la Terre, qu'on peut la voir plus grosse dans le ciel. Et c'est ce qu'on appelle une opposition. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cas où Mars serait à l'opposé du Soleil. Alors pourquoi ça s'appelle une opposition? Ça par contre, c'est quoi? Ouais, c'est ça. L'opposition est un terme utilisé en astronomie et en astrologie, donc les horoscopes, tout ça, machin. Lorsque deux objets célestes se trouvent du côté opposé de la sphère céleste, vu depuis un troisième objet. En particulier, vu de la Terre, deux planètes sont en opposition lorsque leurs ascensions droites diffèrent de 12 heures, ou parfois lorsque leur longitude écliptique diffère de 180 degrés.
en général, ça se réfère au Soleil. Donc, il s'agit ici de 2 étoiles en opposition par rapport au Soleil. Voilà. Une planète ou encore la Lune, un astéroïde, une comète ou une étoile est décrite comme étant à l'opposition lorsque son ascension droite, donc sa coordonnée dans une direction dans le ciel, diffère de celle du Soleil de 12 heures. Vous voyez qu'en fait, là, sur l'image, si on est sur Terre, eh bien, la coordonnée du Soleil en ascension droite, ici, ce serait, par exemple, 0 degré, ici. Et là, ce serait 180 degrés pour la planète Mars. Vraiment à 180 degrés à l'opposé. C'est ça que ça veut dire, à l'opposé. C'est-à-dire que vous prenez une planète, vous prenez le Soleil, vous êtes au milieu, et donc les deux sont à l'opposé de vous. C'est ça que ça veut dire une opposition. Et du point de vue de la Terre, ça veut dire que... du point de vue du Soleil, par contre, ça veut dire que la Terre et Mars sont du même côté. Voilà. Techniquement, Vénus et Mercure sont jamais en opposition. Alors, je sais pas comment ça s'appelle quand... Bah si, j'imagine, si Vénus et la Terre sont du même côté du Soleil, ça doit aussi s'appeler une opposition. Et après, tu peux avoir une opposition Vénus-Mercure vu depuis Mercure. Il y a plusieurs, j'imagine qu'il y a plusieurs configurations possibles. Voilà. Voilà, pas par rapport à nous du coup. Enfin, si la Terre et Vénus sont du même côté par rapport au Soleil. Ah ouais. Du coup, je sais pas si ça s'appelle opposition. Enfin, opposition depuis Vénus, ça c'est sûr, mais depuis la Terre, est-ce que ça s'appelle opposition? Ça, c'est une bonne question. Ça, je sais pas du tout par contre. Ça, je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo? Moi, je pense que je crois les observations, et du coup, les observations ne donnent pas d'opposition entre Vénus et Mercure, et du coup, il n'y a pas d'observation entre Vénus et Mercure. D'accord, ok. Très bien. Mais Vénus est parfois au plus proche de la Terre, ça c'est vrai, et Mercure est parfois au plus proche de la Terre. Après, je sais pas comment ça s'appelle dans ces cas-là. En tout cas, pour les planètes qui sont au-delà de la Terre, ça s'appelle une opposition, ça c'est sûr. Voilà. Eh bien, on va passer à la question suivante. C'est parti. Oui, fenêtre. Ah, elle est là. Et c'est à toi de me la lire, s'il te plaît. Attends, d'abord, il y a les réponses. Attends, il y a les réponses. 4 personnes ont trouvé, du coup. Et oui, diamétralement opposé par rapport au Soleil, c'était pas par rapport au Soleil, c'était par rapport à la Terre, en fait. Le Soleil et la planète diamétralement opposés par rapport à la Terre, mais elles sont du même, les deux planètes sont du même côté du Soleil, donc 4 personnes ont bien répondu. Tu digues dans les profondeurs, c'est pas grave, Bixi, ça veut dire que tu apprends des choses. La personne qui est en tête n'apprend rien, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est très bien si tu peux apprendre des choses ce soir. J'en suis très contente. Et Hugo, certainement aussi. C'est Martial qui repasse en tête sur cette question, suivi de Yonali et Ziqueton. Bravo à vous. Et on a Istrion qui est en tête devant Image Numérique. Alors, est-ce que Istrion est le nouveau challenger ou la nouvelle challenger d'Image Numérique? Nous verrons, nous verrons. Ça semble bien parti en tout cas. Et c'est Bixif qui est repassé derrière Ziqueton. Et c'est Hugo qui est à l'équilibre de la force. Qu'est-ce qui t'arrive, Hugo? Est-ce que tu vas te rattraper sur la question suivante? Alors sachez qu'en astronomie, il y a plein de domaines différents. Et autant si vous me faites un quiz sur les trous noirs, je vais peut-être galérer. Et peut-être sur les planètes, c'est l'inverse pour Hugo. Il faut savoir que quand on fait une thèse en astronomie, on fait avancer la recherche. Si ça, c'est la recherche en astronomie, quand tu fais une thèse, tu fais comme ça. Et tout le reste, tu sais pas forcément en fait trop de choses dessus, c'est normal, c'est des spécialisations extrêmes. Donc, moi j'ai même connu des personnes en astro qui n'ont jamais observé de leur vie et qui savent pas te dire où est l'étoile polaire, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est... Je pense que si on lui posait des questions sur les trous noirs, ce serait ce serait pas la même limonade. Mais je pense que tu vas pouvoir te rattraper sur la question suivante. T'es prêt? C'est parti. Oui, c'est à moi de la lire, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Alors, comment s'appelle la ligne imaginaire que suivent le Soleil, la Lune et les planètes dans le ciel de la Terre? Est-ce que c'est l'équateur céleste, l'écliptique, l'ascension droite ou le méridien? Essayez de décomposer un petit peu les mots. Et voyez s'il n'y a pas un morceau de mot qui vous donnerait un indice sur la réponse. Un truc qui arriverait au Soleil et à la Lune depuis la Terre. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je donne trop d'indices, oui, mais il reste que 5 secondes, donc ça va, Yonali.
C'est pour les gens qui attendent jusqu'à 5 secondes. Et effectivement, est-ce que tu as trouvé la solution à l'énigme, Hugo? Je crois, mais je vais pas me prononcer, parce que la dernière fois j'ai dit oui, mais c'était non. Alors effectivement, moi, ce que je dis toujours en séance de planétarium, je le fais dans cet ordre-là. D'abord, je montre le mouvement des planètes dans le ciel, parce qu'effectivement, les planètes, comme elles tournent autour du Soleil, en quelques années ou dizaines d'années, eh bien, on les voit se déplacer par rapport aux étoiles lointaines qui, elles, tournent autour de la Voie lactée en quelques centaines de millions d'années. C'est relatif tout ça, mais c'est comme ça qu'on fait. Et on se rend compte qu'elles suivent un trait dans le ciel. Et pour faire deviner comment s'appelle ce trait, je demande aux gens, mais tiens, c'est marrant, dans le nom de ce trait, enfin plutôt je donne le nom du trait pour faire comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça, je dis, mais dans le nom du trait, il y a ce mot-là, et ce mot-là, on en voit de soleil et de lune, ce sont les éclipses. Et c'est normal, puisque le soleil et la lune se déplacent le long de cette ligne, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'écliptique. Tout simplement. Et Hugo, bien sûr, tu sais ce qu'est l'écliptique en 3D dans l'espace? Oui. C'était Faut que je réponde. Ouais, c'était une perche pour que tu prennes la suite. C'est une ellipse? Non, c'est pas vrai. Ah, l'écliptique, c'est bah oui, c'est une ellipse, mais une ellipse bien particulière, c'est le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, tout simplement. Oui, d'accord. Et donc, si les planètes la suivent dans le ciel, c'est parce qu'elles ont toutes plus ou moins le même plan, sauf quelques variations. Grosso modo, vous allez les voir passer comme des dauphins, en fait, en dessus, en dessous, en dessus, en dessous. Le Soleil passera bien sûr exactement dessus, puisque il est au centre du plan de l'orbite de la Terre. Et c'est pas le même que le plan galactique, du coup. Alors non, en fait, tu as donc le plan de l'écliptique, comme ça. Tu vas avoir l'équateur de la Terre, qui va se projeter dans le ciel, qui va faire l'équateur céleste. La base des coordonnées dans le ciel, en fait, va être inclinée de 23 degrés par rapport à la verticale. Donc les deux déjà sont inclinés comme ça, quoi. Et puis le plan galactique, c'est encore autre chose. Je crois que le Soleil est incliné de 60 degrés par rapport à... Le système solaire est incliné de 60 degrés par rapport à la galaxie, qui en fait on est dedans, on la voit par la tranche. Donc en fait ça fait 3 plans dans le ciel qui se croisent. Et en fait on peut tout à fait repérer des coordonnées sur la carte du ciel, comme on fait sur la carte de la route. Donc on peut faire sur la carte de la route, on fait longitude, latitude par exemple. Avec votre GPS, ben là on peut faire en coordonnées écliptiques, en coordonnées équatoriales dans le ciel, donc avec l'ascension droite et la déclinaison, c'est pareil. Alors, il en faut 2 à chaque fois, hein, c'est pareil. On peut faire aussi par rapport à la galaxie, les coordonnées galactiques, qui servent plutôt aux gens qui étudient la galaxie en fait. Et donc ça fait 3 jeux de coordonnées comme ça qui sont orientés différemment les uns par rapport aux autres et qui ont différentes utilisations. Voilà, voilà. Et il y en a un 4e qui est les coordonnées qu'on appelle altazimutales. Ce sont les coordonnées qui sont liées à vous, là où vous observez. C'est-à-dire que c'est celles qu'on utilise quand on essaie de se repérer en forêt, par exemple. Vous vous dites, ah bah tiens, le soleil, il est en train de se lever, donc là, devant moi, c'est vers l'est. Et puis, je sais que... le soleil il va faire cette distance là pendant 1 heure, donc c'est à dire que là c'est le sud-est, etc. Machin truc. Là on utilise ce qu'on appelle les coordonnées altazimutales. L'azimut en fait c'est ce qui fait le tour de l'horizon, 360 degrés autour de vous. Donc ça dépend vraiment de là où vous êtes, parce que si vous êtes ailleurs sur la Terre, bah, ce sera décalé de la distance en fait. Et l'altitude, bah, c'est la hauteur par rapport à l'horizon avec 90 degrés au-dessus de votre tête et 0 degré devant vous. Voilà. Donc c'est 4 systèmes de coordonnées qu'on peut utiliser dans différentes situations en astronomie. Il faut juste, quand vous parlez de coordonnées de quelque chose, il faut juste dire que dans lequel c'est, parce que sinon après c'est le bordel. Mais voilà, c'est important de faire attention à ça. La Lune ne se déplace... Non, bah non, du coup la Lune ne se déplace pas sur le plan de l'équateur céleste. Elle se déplace sur le plan de l'écliptique. Plus ou moins. Attends, est-ce que la Lune ne se déplace pas dans... Du coup, tu me fais une colle, là. Est-ce que la Lune se déplace dans le plan de l'équateur céleste? Tu me fais une colle, là. Attends. Tu me fais une colle. Orbite de la Lune. Eh oui, tu as raison. L'orbite de la Lune... Attends. Non, l'orbite de la Lune, c'est ni sur le plan de l'écliptique, ni sur le plan de l'équateur. C'est encore un autre plan. Regardez.
Attendez, je vous montre ça. Vous voyez, il faut encore que je modifie un petit peu ce que j'explique sur l'écliptique. C'est normal, on apprend des choses toute notre vie. Hein. Regardez. Hop, on a le plan de l'écliptique ici. Donc ça, c'est... Vous avez le centre de la Terre, ça va relier avec le centre du Soleil. C'est le trait bleu. Vous avez le pôle Nord et le pôle Sud, c'est la flèche bleue dans la Terre, là. Et l'équateur de la Terre, l'équateur céleste, par extension, c'est la perpendiculaire à ça. Donc ça passe là, vous voyez, au-dessus de l'Amazonie, là. Et vous voyez que l'orbite de la Lune, elle est inclinée encore dans un autre sens. Donc, on peut l'approximer plus ou moins à l'écliptique, mais pas tout à fait. Par contre, c'est assez éloigné, par contre, de l'équateur de la Terre. Vous voyez que pour l'équateur de la Terre, c'est quand même... là, je sais pas si vous voyez ma souris ici, voilà. Si l'équateur de la Terre est ici, vous voyez, ça fait quand même un sacré angle entre l'orbite de la Lune et l'équateur de la Terre. En fait, ouais, la Lune est quand même plus proche de l'écliptique que de l'équateur de la Terre. Mais merci d'avoir posé la question, Vixive. La Lune n'orbite pas dans l'équateur de la Terre. J'ai même appris un truc, moi aussi. Merci à toi, Vixive, tu vois. Même moi qui fais le quiz, j'ai appris quelque chose. Donc, voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Après, il y a des lunes qui orbitent dans le plan équatorial de leur planète, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, et notamment autour de Jupiter, il y a tout un tas de lunes qui orbitent dans un plan donné, les grosses lunes par exemple, Io, Europa, Ganymède et Callisto, et il y en a qui orbitent aussi dans tout un tas de directions différentes. En fait, il y a des lunes qui se forment en même temps que la planète et qui vont, j'imagine, orbiter le long de l'équateur de la planète. Il y en a qui vont être formées par collision, comme la Lune, et qui vont pas forcément se trouver sur l'équateur de la planète. Et d'autres qui vont être capturés dans tout un tas de directions différentes et qui vont du coup se remettre un peu n'importe comment. Ma représentation était fausse quand même, puisque j'imagine l'orbite plus proche du plan de l'équateur. Alors pour la Lune, oui, mais pour d'autres planètes et leurs lunes, non. Du coup, pour Jupiter, ça marche par exemple. Jupiter est incliné de quelques degrés à peine par rapport à son orbite. Et bah, du coup, ces grosses lunes, elles sont dans le même plan que l'équateur de Jupiter et même que l'orbite de Jupiter. Voilà. Les grosses lunes seulement, parce que les autres, elles vont dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour les scores sur cette question? Alors, c'est à Danterence qu'elle a mieux répondu, suivi de Yonali. Et Elle boucle aux oreilles, bravo à vous. Histrion reste en tête avec Elle boucle aux oreilles à Danterence. Image numérique est passée 4e. Est-ce que c'est la fin de l'hégémonie d'image numérique? Nous allons voir, ça faisait plusieurs fois qu'il ou elle gagnait. Hugo est repassé dans le positif et Martial, oh là, Martial est repassé dans le négatif. Martial, Martial est astrophotographe, il fait des super belles photos. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. Mais apparemment, tout ce qui est coordonné et tout ça, c'est moins son truc. Voilà. Chacun a son domaine fétiche. Courage Martial. Et on a Zictor et Bixiv qui sont en queue de peloton, mais qui peuvent toujours remonter, c'est tout à fait possible. Je prends le temps de réflexion, mais ça paye. C'est vrai que Histrion, si tu prends la méthode j'y vais mollo, je clique pas tout de suite et j'attends un petit peu. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'a fait Hugo cette fois-ci, et ça a été plutôt une bonne idée. Image numérique n'a pas répondu plus de questions. Ah oui, c'est vrai, tiens, comment ça se fait? J'espère qu'il est toujours là. Allez, question suivante. Question numéro 5, je crois. Comment s'appelle le domaine de l'astronomie lié à la mesure de la position des astres? Est-ce que c'est la cosmométrie? Est-ce que c'est l'astrométrie? Est-ce que c'est la spectrométrie ou la photométrie? Alors peut-être que si vous décomposez un peu les mots, vous pouvez peut-être au moins en éliminer 2, je pense. Et peut-être que vous aurez un doute sur les 2 qui restent, c'est possible. Qu'est-ce que tu dirais, Hugo, comme réponse? Faut pas que je spoil. Ça peut être un pronostic. Mon pronostic, c'est que je l'ai beaucoup utilisé dans ma thèse, donc je sais. Ah, Elbloxoreille ne sait pas. Pourtant, Elbloxoreille a souvent les bonnes réponses. T'as hésité entre les 2. Bon, alors si on fait par élimination, Hugo, laquelle ça peut pas être du tout? La spectrométrie. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est la spectrométrie? La spectrométrie, c'est du coup la mesure des spectres de l'étoile, donc la mesure des courbes luminosité, énergie d'une étoile ou d'un objet astrophysique. Ok, donc aussi la luminosité couleur hein, pour les sources de lumière classiques. La photométrie, qu'est-ce que ce serait?
La photométrie, c'est un petit peu similaire, mais c'est la mesure de l'intensité lumineuse dans une certaine gamme de couleurs d'un objet. Voilà, imaginez, vous voyez pas les couleurs, eh ben, vos yeux, ils font de la photométrie du coup parce qu'ils ont que du blanc, et voilà. En fait, la photométrie, grosso modo, c'est que du blanc, quoi. Un comptage précis des photons qui arrivent avec la lumière blanche. La cosmométrie, qu'est-ce que c'est, Hugo? Je sais pas, ça existe? Je crois pas, je crois que ça n'existe pas, la cosmométrie. La cosmologie, ça existe, l'étude du cosmos, de l'univers dans son ensemble. La cosmométrie, ça n'existe pas. Et donc, effectivement, c'est l'astrométrie qui est la mesure de la position des astres. Effectivement, Hugo, tu as fait beaucoup d'astrométrie. Hugo nous parlait des trous noirs qu'il a cherché à détecter. Et j'imagine que tu as dû chercher leur position également, précisément. Oui, c'est ça. Et en plus, les rayons X ne sont pas très précis au niveau de la position. Donc, on se pose plein de questions au niveau de l'astrométrie, justement. Et ouais, parce que quand on envoie des télescopes optiques, donc lumière visible ou même infrarouge dans l'espace, on a des grands miroirs, on a donc un grand niveau de détail. Et ça donne quoi en fait comme niveau de détail en rayon X? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme référence pour expliquer aux gens. Genre, imagine la Lune émet des rayons X. Est-ce qu'on pourrait distinguer des cratères en rayon X sur la Lune avec un télescope rayon X? Ou est-ce que ce serait trop flou? Oui, mais ce serait un peu la limite, quoi, je pense. D'accord. Donc ce serait un petit peu une lune pour les myopes, quoi. Enfin, je dis un peu de bêtises. En réalité, on peut distinguer à peu près 1/100 de la Lune en rayon X. Donc c'est quand même pas mal. Ok. Bon, après, j'imagine que toi, ce qui t'intéresse, c'est pas d'avoir l'image du trou noir, c'est d'avoir plutôt savoir s'il est là ou pas, en fait. C'est ça, exactement. Savoir si la source qu'on voit en rayon X correspond à la source qu'on voit à peu près au même endroit en lumière visible. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en astrophysique, en fait, selon les domaines, on peut avoir besoin de l'image ou pas. Les gens qui travaillent à l'horizon, à l'Event Horizon Telescope, là, le grand radiotélescope mondial, là, pour faire photographier des trous noirs en ondes radio, eux, ils veulent voir le disque autour, en fait. Donc, ils sont obligés d'avoir une résolution. Toi, tu veux simplement voir s'il y a de la lumière ou pas et la caractériser. Quand on fait des occultations stellaires, on s'en fout de voir l'étoile ou pas. Nous, ce qu'on veut voir, c'est on prend toute la lumière, on regarde si elle change ou pas. Et du coup, l'avantage, c'est que ce genre de recherche, notamment pour les occultations, ça peut être fait avec des télescopes d'amateurs, puisqu'on s'en fout, on n'a pas besoin d'avoir l'image, on veut juste avoir la lumière qui arrive. Par contre, si vous voulez pas mesurer la progression d'une tempête de poussière sur Mars, là, c'est un peu plus compliqué, parce que là, il faut avoir une vraie image et tout, machin. Et ça, c'est vrai donc en planétologie, mais c'est vrai aussi pour le domaine du coup, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin des images autour des trous noirs et d'autres pas. Voilà, c'est tout à fait différent. Et il existe aussi la spectrophotométrie. Est-ce que tu as déjà vu cet engin-là, toi? J'ai déjà entendu ça, j'ai entendu aussi spectropolarimétrie et plein d'autres choses. Mais je serais bien en peine de les expliquer. On peut combiner en fait toutes ces méthodes en un seul instrument qui fait tout à la fois. C'est magique. Mais après, ça demande aussi d'autres considérations. Parfois, c'est plus coûteux en énergie, ou en résolution, en données, etc. Machin. Et voilà. Il y a plein de techniques différentes, mais l'astrométrie, c'est bel et bien celle qui donne la position des astres. Il faut un point d'origine pour... Ah, pour la cosmométrie. Ah oui, pour la cosmométrie, ce serait un peu compliqué du coup, c'est vrai. L'astrométrie, ça se fait justement sur les coordonnées, alors soit galactiques, soit équatoriales célestes. Est-ce qu'il y a d'autres coordonnées qu'on pourrait utiliser en astrométrie? Tu utilisais lesquelles, toi? On peut utiliser les coordonnées de l'instrument, j'imagine, les coordonnées physiques. Tu veux dire sur le capteur lui-même? Oui, sur le capteur. Alors, c'est un petit peu de l'astrométrie, mais après, on est toujours obligé de se référer aux coordonnées célestes pour avoir un point de repère. Et oui, sinon, j'ai surtout vu ça en coordonnées célestes de toute façon. Après, Brixie, une cosmométrie, ce serait pas facile, parce qu'en fait, il n'y a pas de centre de l'univers. Il n'y a qu'un centre de l'univers observable qui est dans ta tête, et qui n'est pas le même que moi, puisqu'on est à une certaine distance. Et on voit tous et toutes dans le passé. Donc on a toutes et tous un univers observable, c'est-à-dire le plus loin qu'on peut voir avant d'être
limité par l'âge de l'univers, qui est un tout petit peu différent, quelques pouillèmes de secondes près. Mais du coup, ça voudrait dire que ça serait pas constant d'un observateur. Ce serait compliqué en fait à gérer. Des coordonnées universelles, ce serait vachement compliqué en fait. Déjà, les coordonnées célestes faites par rapport à l'équateur et au pôle de la Terre, c'est compliqué parce que le pôle de la Terre il bouge en fait. On a vu la semaine dernière la précession des équinoxes, l'axe de la Terre il fait ça. Et donc, ce qu'utilise Hugo, c'est peut-être les coordonnées de la référence année 2000. Je crois qu'il y avait 1950 aussi. Je sais pas s'il y en a une nouvelle depuis, mais on doit la changer en fait régulièrement. Tout à fait, j'utilise l'année 2000 et pour la petite histoire, la semaine dernière, quand j'étais en train de régler le télescope sur le au Chili, Black Gem, on devait pointer le pôle sud pour que c'est un télescope équatorial, donc on devait pointer exactement le pôle sud. Donc j'ai pris l'image, j'ai comparé aux coordonnées 2000 et j'ai vu que le pôle sud il n'était pas au même endroit que 22 ans plus tard, ça avait commencé à bouger un petit peu. Mais oui, du coup, on s'est rendu compte après qu'on avait fait une erreur parce qu'on avait pris en référence l'année 2000, quoi. Ouais. Alors qu'il faut prendre le pôle sud d'aujourd'hui. En fait, le pôle sud d'aujourd'hui, il se trouve bien dans l'axe du télescope, donc on était content. Ouais, parce que sinon, après, tu auras des petits asticots sur ton... C'est des petits cercles à la place des étoiles, parce que les étoiles auront bougé le temps de la pause. Et là, tu seras un petit peu embêté. D'ailleurs, dans l'hémisphère sud, il n'y a pas d'étoiles polaires, actuellement. Et voilà, s'il y en a une, elle est très faible, quoi. Du coup, tu fais quoi? Tu prends plein d'étoiles comme ça et tu fais un motif et tu essaies de reconnaître les motifs? Oui, c'est un petit peu ça. En réalité, on prend l'image, on la met sur astrométrie.net et puis le site détecte les étoiles qui sont présentes dans l'image et donc détecte les coordonnées, la grille de coordonnées à appliquer à l'image. Et du coup, après, on peut mettre un point à l'endroit du pôle sud. Et oui, et du coup, pour les astronomes amateurs, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Dans l'hémisphère nord de la Terre, il y a en général une petite lunette dans la monture du télescope pour bien viser l'étoile polaire dedans. Mais dans le sud, ça marche pas. Donc ça doit être assez galère. La croix du sud, elle est pas au pôle sud, en fait. Big Steve, elle est un peu à côté. Et en fait, il faut prendre plusieurs constellations pour se repérer dans l'hémisphère sud. Ça suffit pas, la croix du sud, il en faut d'autres. Je sais plus ce que c'est, le toucan, je crois, je sais plus, enfin l'hôtel, enfin des choses comme ça. Il faut faire une petite triangulation là. Et en fait, l'axe de la Terre, il fait comme dans la toupie dans Inception, il fait ça, un mouvement de précession, en 25 000 ans. Et il y a 12 500 ans, c'était l'étoile, non pas l'étoile principale de la petite ours, qui est l'étoile polaire, qui est Polaris en fait, c'était Vega, l'étoile principale de la Lyre, qui était l'étoile polaire à l'époque. Voilà. Donc en fait, quand vous faites, par exemple, je digresse un peu, mais quand vous faites alors, attention, parce qu'il y a deux trucs différents. Il y a l'archéoastronomie et l'astro-archéologie. Il y a l'un ou l'autre qui est une pseudo-science et l'un ou l'autre qui est une vraie science. Je ne sais jamais lequel des deux. Mais il y en a une qui est une vraie science et l'idée c'est d'aller étudier des complexes archéologiques, de voir s'ils sont orientés différemment par rapport aux étoiles, etc. Voir si ça a été utilisé comme observatoire, etc. Et forcément, si vous prenez pas ça en compte, votre carte du ciel elle va être décalée de facile, du coup je sais pas, 5-10 degrés quoi. Et ça fout la merde. L'archéoastronomie c'est une vraie science. Et si vous avez vu la série Moon Knight de Marvel, à un moment donné il faut qu'ils repèrent une constellation du ciel des Égyptiens, sauf qu'elle a bougé depuis en fait. Et c'est vrai, elle a changé de tête depuis, la constellation s'est un petit peu déformée, voilà, donc, parce qu'en plus les étoiles elles bougent. Même si de notre vivant on ne les voit pas bouger, en 2000 ans ça commence à déformer un peu les constellations. Donc effectivement, l'astrométrie, c'est une science très utile et très pratique pour l'observation, mais il faut bien prendre en compte tous ces mouvements, parce que pour nous, qui regardons juste le ciel comme ça de temps en temps, ça pose pas de problème, mais dès qu'on veut faire des mesures précises, là il faut prendre en compte tous les mouvements qu'on ignorerait habituellement. Voilà. Pour les astronomes amateurs, en général, ça change pas grand-chose. Par contre, il faut bien pointer le télescope vers le pôle du ciel, parce que sinon, vous avez des petits ronds, des petits cercles à la place des étoiles, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, l'étoile polaire, l'étoile Polaris, du coup, dans l'hémisphère nord, elle n'est pas exactement au pôle nord du ciel. Elle est un tout petit peu à côté, ce qui fait que quand on regarde dans la lunette de la monture du télescope, ça indique qu'il ne faut pas mettre l'étoile au centre, mais sur un petit rond juste à côté.
parce que au cours de la nuit, l'étoile polaire va faire un tout petit rond comme ça dans le ciel. Et si vous faites pas ça, alors si vous faites juste une observation à la nuit, ça va. Vous allez arriver à rattraper le mouvement de la Terre avec votre télescope, pas de souci. Si vous faites une photographie, et ben là, vous allez avoir plein de petits ronds sur votre image à la place des étoiles. Voilà. Et donc c'est Histrion qui est en tête, suivi de Milky Meda et Images numériques. C'est Hugo qui avait le mieux répondu à la question. Là, il y a l'équilibre de la force est entre Yonali et Bixiv. Voilà. Et on continue. C'est à toi, Hugo, de nous lire la question 6, s'il te plaît. Très bien. Alors, qu'est-ce qui cause la rétrogradation de Mars sur son chemin dans le ciel de la Terre? La Terre tourne sur elle-même, Mars recule sur son orbite, Mars passe de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre la dépasse autour du Soleil. Alors, effectivement, Mars et toutes les planètes extérieures à la Terre font un aller-retour dans le ciel à un moment donné de leur chemin. Alors, est-ce que c'est parce que la Terre tourne sur elle-même? Est-ce que Mars recule sur son orbite? Les Martiens ont mis un réacteur, pouf, et ça part dans l'autre sens. Est-ce que Mars passe de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre? Ou alors, simplement, est-ce que la Terre joue à la course avec Mars? Imaginez bien ce qui se passe quand vous faites la course avec quelqu'un. Comment vous le voyez par rapport au paysage de fond. C'est les fameuses épicycloïdes du modèle de Ptolémée. Et oui, tout à fait. Alors, pendant que je cherche un schéma, Hugo, est-ce que tu peux nous faire une élimination comme on avait fait tout à l'heure? Alors, bah déjà, le fait que la Terre tourne sur elle-même, c'est pas ça, parce que c'est ce qui cause le mouvement circulaire des astres dans le ciel, la rotation de la Terre. Donc c'est pas ce qui cause cette rétrogradation. Ensuite, je pense que c'est pas Mars qui recule sur son orbite, puisqu'il n'y a pas de projecteur sur Mars, comme tu disais. Ah bon? Ou alors je suis pas au courant. Mais c'est possible parce que je suis pas très fort en planétologie. Et ensuite, ça laisse deux possibilités. Mais bon, j'avoue que j'ai répondu un petit peu au hasard. Alors là, j'ai un schéma, regarde, pour t'aider. Le fait que Mars passe de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre me semblait pas une bonne raison. Voilà. En fait, quand vous faites la course avec quelqu'un, et que imaginez vous faites la course avec quelqu'un, vous n'êtes pas très futé, et plutôt que regarder devant vous, vous regardez l'autre personne que vous êtes en train de doubler. Si vous mettez le paysage derrière, vous allez voir que entre le moment où vous êtes derrière lui et le moment où vous êtes devant lui, le paysage derrière va faire un va-et-vient. Et là, on le voit ici. Vous avez la Terre sur le schéma ici en bleu qui tourne plus vite que Mars autour du Soleil en 365 jours contre 687 jours. C'est 1 pour 2 à peu près. Et donc, si on trace un trait entre la Terre et Mars et on va dire un plan imaginaire très lointain dans l'univers, qui sera en fait le plan du ciel, en imaginant que toutes les étoiles seraient à la même distance de nous, ce qui n'est pas vrai, hein, mais c'est imaginaire, eh bien, on voit que Mars va faire un va-et-vient en fait dans le ciel devant ces étoiles lointaines au cours des quelques jours, des quelques dizaines de jours que va durer le doublement là. Parce que quand on est derrière Mars, on voit Mars devant nous projeté sur le ciel, et quand on est devant Mars, on voit Mars derrière nous projeté sur le ciel. Et effectivement, les gens qui pensaient que tout tournait autour de la Terre et non pas autour du Soleil devaient tracer des orbites de planètes qui faisaient des petits ronds comme ça, comme les fils de téléphone, autour de la Terre, ce qui était un petit peu galère à expliquer en termes de gravité. Et donc, c'est pour ça aussi que le modèle héliocentrique était finalement un peu plus solide finalement que le modèle géocentrique. Si tu fais la course, si tu regardes les autres coureurs, tu te prends un mur. Oui, c'est ça, c'est vrai. Tout à fait. Et si tu combines ça avec le chicken game, vous savez, le chicken game, c'est tu cours vers un précipice et c'est le premier qui abandonne par peur est une peau mouillée. Vous connaissez ça? Bah, si vous combinez ça avec le fait de regarder votre partenaire plutôt que de regarder devant vous, ça fait un degré supplémentaire de chicken game. Parce que tu dois voir sur la tête de l'autre s'il faut avoir peur ou pas. C'est compliqué, c'est fou. Quoique non, parce que si tu te regardes, c'est plus le chicken game, c'est le stupid game.
Les fameuses planètes en rétrograde qui influent sur l'humeur des gens. Ah oui, ils font ça, les astrologues? Dites donc. Et bah dites donc, retour vers le futur. Et donc ça marche pour Mars, ça marche pour Jupiter, Saturne, etc. Mais pas pour Vénus et Mercure. Par contre, depuis Mercure et Vénus, on pourrait voir la Terre rétrogradée dans le ciel. Voilà, voilà. Et si Mars passe de l'autre côté du Soleil, bien on la voit pas. Parce qu'il y a le Soleil devant. Voilà, voilà. Sauf si elle est juste avant ou juste après son passage derrière le Soleil. Là, nécessairement, vous verrez Mars près du Soleil. Et ce sera possible que au lever ou au coucher du Soleil, quand il y a encore un peu de ciel noir. Parce que sinon, bah, ce sera en plein jour à côté du Soleil. Et ça veut dire se cramer les mirettes. Et donc, ne faites pas ça. Faut pas que je joue en même temps, je suis trop déconcentré. Je réponds n'importe quoi. Comment ça s'appelle ce mouvement du Soleil pendant les solstices, quand le Soleil fait une espèce de boucle? Ah, je sais plus. Attends, la boucle... Bah c'est... Attends, je sais plus ça. Je ne sais plus. Solstice... ça me dit quelque chose, mais j'ai plus ça en tête, là. Une espèce de boucle. Ouais, ça me dit quelque chose, mais je vois pas exactement ce que tu veux dire. Bah, ce qui est sûr, c'est que le soleil, la course du soleil se modifie au fil de l'année entre les solstices et les équinoxes, ça c'est sûr. À l'équinoxe, le soleil va se lever pile à l'est et se coucher pile à l'ouest. En été, il va se lever plutôt au nord-est et se coucher au nord-ouest, ce qui fait qu'il va passer plus de temps dans le ciel, il fera jour plus longtemps. Et en hiver, il va se lever plutôt au sud-est et se coucher plutôt au sud-ouest et donc passer moins de temps dans le ciel. Et donc au solstice d'été, il va passer le plus de temps dans le ciel, donc il va se lever le plus au nord-est et se coucher le plus au sud-est, pardon. Et en solstice d'hiver, il va rester le moins longtemps dans le ciel, donc se lever au plus vers le sud-est, vers le sud-est, c'est ça, et se coucher au plus vers le nord-ouest. Est-ce que c'est un analème, le nom de la courbe de la trajectoire du soleil? Ouais. Il me semble que j'ai trouvé ça sur Google un instant. Attends. Non, en été, c'est nord-est, nord-ouest, c'est ça. Et en hiver, c'est sud-est, sud-ouest. C'est ça. Je me suis mélangé les pinceaux. Voilà, analème. Donc ça, c'était au cours de l'année. Et alors, analème... Analème... Ah oui. Alors... Cette figure... Hein, donc ça, c'est ça. Tac. C'est ça, un analème. Attends. Ah, mais c'est ça, mais c'est ce que je viens de dire, en fait. C'est ce que je viens de dire, mais... ça, c'est si on prend le soleil, j'imagine, à midi ou un truc comme ça. À 9h. À 9h du matin, voilà. À 9h. Si tu prends le soleil tous les jours à la même heure dans le ciel, au fil de l'année... Eh bien, comme je disais, les solstices et les équinoxes et tout ça, ce qui se passe, c'est que l'axe de la Terre est incliné de 23 degrés par rapport à la verticale, à son plan orbital. Et donc, vous allez avoir la Terre qui va tourner comme ça autour du Soleil. Et vous allez avoir la surface éclairée de la Terre qui va changer au fil des jours, au fil des saisons. Ce qui fait que, entre les deux côtés, les deux limites jour-nuit de la Terre, eh bien, la course du soleil va être plus ou moins longue, et le soleil va paraître plus ou moins haut dans le ciel, donc on est plus ou moins penché vers lui. Et en termes de lever et coucher du soleil, ça se traduit comme je disais, l'équinoxe, quand c'est durée du jour, durée de la nuit égale, le soleil va se lever à l'est, se coucher à l'ouest. Quand c'est le jour le plus court, le soleil va se lever au sud-est et se coucher au sud-ouest. Quand c'est le jour le plus long, il va se lever au nord-est et se coucher au nord-ouest. Et dans le ciel, si on prend en photo le soleil à la même heure tous les jours, eh bien, ça va donner une position du soleil chaque jour, qui va du coup varier entre ces deux extrêmes. Vous voyez, il y a 21,6 à gauche, donc c'est le 21 juin. Donc là, vous avez le soleil qui va aller au plus haut dans le ciel, au maximum de sa course. Donc là, c'est pas le plus haut dans le ciel, parce que là, c'est 9h du matin, mais vers midi, il arriverait au plus haut dans le ciel. Et pareil, au solstice d'hiver, donc au 22-12, eh bien, c'est l'inverse, il sera au plus bas dans le ciel. À midi et à 9h il sera plus bas qu'il était à 9h au mois de juin.
Voilà. Et l'équinoxe, les deux équinoxes, bah, ça se trouve au même point du coup. Et c'est là que ça se croise. Non, est-ce que c'est un analème? Est-ce que ça s'appelle un analème pour la rétrogradation de Mars? Je sais pas. Est-ce que ça s'appelle un analème? Là, franchement, je sais pas. J'ai pas l'impression parce que ça fait pas une boucle, regarde. Ça fait pas forcément une boucle. Ah si, ça fait une boucle. Alors, mais c'est pas... Ça fait pas un 8, ça fait juste un O. Alors du coup, je pense pas que ce soit un analème. À mon avis, ça n'en est pas un. Je saurais pas te dire si ça s'appelle un analème ou pas. En tout cas, c'est pas indiqué ici. Je sais pas. Voilà, ça je sais pas du tout. En tout cas, je connaissais pas le mot analème. Merci beaucoup pour votre... Ah, on a perdu Hugo. Qu'est-ce qui s'est passé? Hugo, reviens. Hugo, reviens. On a perdu Hugo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il revient. Bon. Et ben du coup, je vais passer à la question suivante. C'est une éclipse d'Hugo. Et oui. On va passer à la question suivante. Dans tous les cas. Il revient. C'est pas un transit. J'espère que Hugo n'a pas de problème de transit, justement. J'espère qu'il va bien. Ça y est, il est de retour. Et donc, c'est bien la Terre qui dépasse Mars autour du Soleil. Et après cette longue digression, que j'espère vous a appris plein de trucs. Merci Hugo pour le nom d'Adalem que je ne connaissais pas. On a appris plein de trucs et on a pu voir du coup que les planètes font des rétrogradations dans le ciel. Gression, tout à fait Yonali, tout à fait. Ça fait longtemps que je vous ai pas donné de petites... Est-ce que tu passes un bon moment Hugo? Oui, tout à fait. Ah, ça c'est bien. Et je suis très contente de te revoir aussi. Et je pense que Yonali aussi. Ça me fait très plaisir. Alors, c'est Elboug qui a le mieux répondu à la question. Martial Relier se réveille. Attention, Istrion, attention à toi. Hugo a remonté. C'est Ziqueton et Yonali qui se sont un petit peu plantouillés sur cette question. Ça donne quoi? C'est Istrion qui est toujours en tête quand même, avec image numérique en deuxième, Elboug en troisième. On n'a plus de musique. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Moi je veux de la musique, oui, voilà. Parce que des fois YouTube il dit vous êtes sûr que vous êtes toujours là? Mais oui. Et c'est Yonali et Big Sif toujours qui sont à la bascule, à l'équilibre de la force. Voilà. T'as pas osé faire la blague, mais il faut faire des blagues, Hugo, c'est important. C'est important. Ouais, Istrion a une sacrée avance, ouais, complètement. Je pense qu'Istrion est en passe de remporter la coupe, à mon avis. À mon avis. Next question. C'est à moi de la lire. À quel élément de la haute atmosphère terrestre est due la couleur verte des aurores polaires? Est-ce que c'est le carbone, l'oxygène, l'hydrogène ou l'azote? J'avais évoqué ça sans spoiler les réponses. J'ai bien fait attention tout à l'heure pendant les news. Il y a différentes couleurs des aurores polaires et c'est les différents atomes de la haute atmosphère qui sont excités, qui vont récupérer des électrons et y mettre une couleur bien particulière selon les atomes et pas une autre. Et donc, à vous de me dire de quoi il s'agit. Est-ce que vous savez... Alors attendez, je veux juste... Est-ce que je peux arriver à faire un truc là? Parce que je vois que... Voilà. On a reperdu Hugo. Nous avons reperdu Hugo. T'as pas envie de tricher? Eh bien, c'est l'oxygène qui apparaît en vert sur les aurores boréales. L'hydrogène, je crois que c'est plutôt en rouge. Effectivement, c'est plutôt en vert quand c'est l'oxygène. On a reperdu Hugo. Je ne sais pas ce qui se passe. On va passer à la question suivante. Pour l'instant, le phoque l'a dit cette semaine, j'ai oublié. C'était l'hydrogène. Qui a une raie à 517 nanomètres, je crois, donc une émission de lumière bien particulière due à ces électrons qui reviennent sur les atomes, après avoir été excités par le vent solaire. Et ça fait une énergie qui a une longueur d'onde de 517 nanomètres, et bien précise, et pas plus large que ça. Il y a vraiment un vert très précis, qui est le vert des aurores polaires. C'est Milky Meda qui est en tête sur cette question. Bravo à toi.
Et Histrion est toujours en tête, mais c'est Milky... Oula, Milky Meda fait une remontada fantastique. Mais oulala, mais Histrion, du coup, ton titre est remis en jeu, là, attention. Attention à toi, Histrion. Suivi d'images numériques et d'Elle boucle aux oreilles. On a ensuite Adam Terrence et Hugo Tranin. Hugo, je sais pas ce qui se passe. J'espère que tout va bien. Il a coupé sa caméra, peut-être que quelqu'un lui parle actuellement. En attendant, je vais passer à la question suivante. Je n'ai pas souvent l'occasion de venir, il y a toujours des questions plus difficiles vers la fin. En fait, je mélange un petit peu dans le quiz. Je mélange un petit peu du dur, du facile, voilà. Voilà. Ensuite, comment s'appelle la collection de prévisions, je vais y arriver, de phénomènes astronomiques? Une cartographie des éphémérides, des catalogues ou des astérismes. Ça, normalement, c'est un mot du langage commun que tout le monde a vu si vous regardez la télé. Cours hamstérisme. Tout à fait, Yonali. J'espère qu'Hugo va bien. Alors, normalement, ça vous savez. Pensez à Evelyne et vous trouvez, normalement. Pour rejoindre Vélisme, oui, tout à fait. Si vous pensez à... Je connaissais Sophie, mais pas celle d'aujourd'hui. Moi non plus, ça ne regarde plus la télé depuis très longtemps, donc je ne sais pas du tout qui est la nouvelle personne qui présente cette chose tous les jours à la télé. Toi, tu chasses le record du plus grand nombre de points négatifs, Zicton. Bon, bah j'espère que ça va aller quand même. Heureux, Hugo? On entend? Ah, heureux? Ça va? Tout va bien? Oui, tout va bien. Ok. Bon, tu connais la réponse à cette question? Bien sûr. Ah oui, j'en ai loupé une. Oups. Du coup... C'est pas grave, pas de soucis. Oui, je connais. Ok. Je disais que c'était un mot du langage commun que les gens connaissent souvent. Effectivement, les éphémérides qui sont après la météo, c'est le moment où on parle de lever de la lune, coucher de la lune, lever du soleil, coucher du soleil, phase de la lune. Malheureusement, on parle aussi des horoscopes en même temps, alors que... hein, voilà. Et souvent on dit à la météo l'éphéméride, alors que c'est les éphémérides, puisque il n'y en a pas qu'une seule, hein, voilà. Et dans les éphémérides, vous pouvez aussi avoir prédiction d'éclipse, prédiction de conjonction entre deux planètes, voilà, plein de choses comme ça. Tout ce qui va se passer dans le ciel peut être inclus dans les éphémérides. Il y a même des catalogues d'éphémérides qui existent, notamment de Guillaume Cana qui fait tout un almanach pour toute l'année, avec toutes les éphémérides de toute l'année. Et si vous préférez une version pas papier, vous pouvez utiliser Stellarium et vous avez les éphémérides en temps réel, H24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an jusqu'à plus 3000 ans et moins 3000 ans, je crois, ou plus que ça même. Je sais pas jusqu'où on peut aller dans le futur ou dans le passé, mais voilà. Lever lune, lever de soleil, tout à fait, exactement, Big Steve. Et pensez aux pauvres Vénusiens et Vénusiennes qui habitent sur une planète dont la durée du jour est plus longue que la durée de l'année, où la planète tourne à l'envers des autres planètes sur elle-même, et donc le jour est à l'envers, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'ouest. Ça doit être bien le bordel quand même, les éphémérides là-bas. Je pense. Et si vous habitez sur la Lune, les éphémérides pour la Terre, c'est très facile, elles ne bougent pas dans le ciel. Voilà. Puisque depuis la Terre, on voit toujours la même phase de la Lune, ça veut dire que depuis la Lune, on ne peut pas voir la Terre se lever et se coucher, donc elle est toujours au même endroit dans le ciel. Ça, c'est facile. Voilà. Allez, enfin, au même endroit par rapport aux horizons, pas par rapport aux étoiles derrière, parce que du coup, comme on tourne autour de la Terre, on voit les étoiles passer derrière la Terre. Ça, oui, ça c'est sûr. C'est Martial qui répond mieux à la question, suivi de Big Steve. Bravo Big Steve. Bravo pour ces 27 000 points qui vont te faire remonter en toute logique. C'est Histrion qui est en tête devant Image Numérique, Elle boucle aux oreilles et Milky Meda. Et Big Steve du coup a remonté par rapport à Zicton, forcément. D'ailleurs au passage, petit shout out aux copains et aux copines, parce qu'il y a quand même Elle boucle aux oreilles qui a une chaîne Twitch. Je vous invite à aller voir quand même la chaîne de Elle boucle aux oreilles, c'est important. Je vous invite aussi à voir la chaîne de Milky Meda. Elle boucle aux oreilles fait du jeu vidéo, de gros camions d'un côté et de choses toutes mignonnes de l'autre côté. Milky Meda fait du jeu vidéo, mais elle est aussi étudiante en astrophysique. Et on a aussi Yonali qui fait du jeu vidéo et dont la chaîne est toute rose, si ça n'a pas changé. Voilà,
c'est important, les copains et les copines. Et je sais pas s'il y a professeur Loufoque qui est là ou pas. Voilà. Martial Relier fait des jolies photos aussi. N'hésitez pas à aller suivre Martial Relier sur Twitter et sur Mastodon. N'hésitez pas, Martial, à mettre tes arrobates Mastodon et Twitter dans le chat. Voilà. Je fais des shout-outs aux copains et aux copines. C'est cool. Voilà. Question suivante. Bah, je propose de la lire du coup. Vas-y, Hugo. La question numéro 9. On inverse, c'est pas grave. Oui. Alors, quelle lettre majuscule forme la lune dans le ciel à l'approche de la pleine lune? Est-ce que c'est un U, un D, un C ou un L? Et quand vous saurez ça, vous pourrez aider tous vos potes loups-garous. Parce que vous saurez quand est-ce que sera la pleine lune d'un seul coup d'œil dans le ciel. Ce qui est classe, quand même. C'est un petit mnémotechnique que je vous expliquerai tout à l'heure. Quand la réponse s'affichera. Hop. Et voilà. S'il y a d'autres gens qui ont des chaînes Twitch, tout ça, que j'ai pas shout-outé, n'hésitez pas à venir me dire. Alors, est-ce que tu as une idée de la réponse, Hugo? Est-ce que tu connais cette technique? Oui, mais je me suis trompé. Ah. Mais je reviens de l'hémisphère sud, j'ai une excuse. Dans l'hémisphère sud, c'est l'autre sens. Ouais, dans l'hémisphère sud, la lune est à l'envers, c'est vrai. Bah oui, parce qu'on regarde la lune depuis le bas et la regarde depuis le haut. Même si dans l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, ça marche quand même. Et donc, on voit la lune à l'envers, effectivement. Et d'ailleurs, la lune passe par le nord dans l'hémisphère sud, alors qu'elle passe par le sud dans l'hémisphère nord. Et non, du coup, Bixi, ce n'est pas ce moyen mnémotechnique. Alors oui, il y a aussi cet autre moyen mnémotechnique, c'est petit d, petit p. Attention à Bixi, hein, c'est petit d, petit p. Petit d pour le dernier quartier, petit p pour le premier quartier. En imaginant la petite barre sous la lune. Mais effectivement, la lune, en fait, quand elle est croissante, ça commence par un C. La lumière grandit sur la lune, on s'approche de la nouvelle lune. Et la lune forme un grand D dans le ciel. Quand elle est décroissante et que la lumière diminue, on s'approche de la nouvelle lune, elle forme un grand C dans le ciel. L'inverse de la dénomination. Moi, je préfère cette technique-là plutôt que le petit d, petit p, puisque il n'y a pas la barre dans le ciel du p et du d. Tandis que le c et le d, ça colle. Voilà. C'est juste qu'il faut inverser. Voilà. Dans l'hémisphère sud, c'est plus facile, peut-être, mais effectivement, vous pouvez comme ça, d'un seul coup d'œil, voir si la lune va être pleine ou si elle va être nouvelle. Effectivement, la lune forme un D dans le ciel, dans l'hémisphère nord. Alors c'est vrai que j'aurais pu préciser dans l'hémisphère nord. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, c'est vrai. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Tout à fait. Et oui, c'est le drame, tout à fait. C'est le drame. Et pour le cerf, c'est le brame. Le brame du cerf. T'as vécu trop longtemps dans l'hémisphère sud aussi. Oui. Et toi, le boucle d'oreille, du coup, t'avais la bonne réponse? Parce que je sais que... Réunion RPZ. C'est ça, voilà. Et donc c'est Istrion qui a mieux répondu, suivi de Yonali et Martial Relier. Yonali, toi qui as fait de l'astronomie aussi avec Hugo et moi en colo, tu préfères quel moyen mnémotechnique, le grand D, grand C ou le petit d, petit p? T'as bloqué sur la formulation de la question. Le coup du vieux, bah ouais. Ouais. Moi j'ai passé ma thèse en 2010 et en 2003-2004 j'étais animatrice à Planète Science en colo pour des 16-18 ans. Hein, voilà, c'est le grand D, grand C. Ah, d'accord. Moi je préfère l'autre. Après vous pouvez aussi avoir une autre méthode. Voilà. Une autre méthode qui consiste à regarder si votre pote loup-garou se transforme ou pas. Ça marche aussi mais c'est un peu tard après. Pour pas se faire bouffer. Une autre méthode aussi c'est voir si les astronomateurs sont rageux ou pas. Parce que quand il y a de la pleine lune on voit que ça. Voilà, ça c'est aussi un bon moyen de savoir si ça va être la pleine lune. Si vous disent ah fait chier on va regarder dans le ciel, c'est parce que bah, la pleine lune s'approche. Voilà. Et c'est Istrion qui est en tête, suivi d'Images Numériques et le boucle d'oreille et Martial Relier. En fait on a les trois challengers habituels et Istrion qui les bat à plate couture pour l'instant. Donc est-ce que Istrion va entrer dans le podium historique du quiz astrospatial? On va voir ça ensemble. Dernière question. C'est parti. De quelle constellation semblent venir les étoiles filantes de l'essaim invisible au mois d'août?
Est-ce que c'est le lion? Est-ce que c'est Pégase? Est-ce que c'est l'aigle? Ou est-ce que c'est Persée? En fait, la Terre croise plusieurs restes de passages de comètes. Alors soit des comètes qui ont complètement éclaté, soit des morceaux de queue de comètes qui sont restés là sur l'orbite de la Terre. Là, il s'agit de la comète Swift-Tuttle qui a laissé au cours de ses passages un grand nombre de poussières sur l'orbite de la Terre qu'on croise toujours au même moment de l'année. Et du coup, quand la Terre avance vers lui, derrière, il y a toujours la même constellation. Ça ne changera pas avant des milliers d'années, tant que le Soleil n'aura pas vraiment bougé dans l'univers. Et t'as tenté la réponse instant pour percer sur le score, c'est ça que tu veux dire? Eh oui, tout à fait. Alors, je crois que les Léonides, c'est en novembre, hein, je crois que c'est ça. Je sais pas s'il existe des Pégasides ou des Aiglides, en tout cas, c'est les Perséides au mois d'août, ça c'est sûr. Et oui. C'est bien les Perséides au mois d'août. Alors, si on regarde les essaims étoiles filantes. Hop. Pluie de sol filante, c'est comme ça qu'ils l'ont classé. Alors, je regarde. On a les Orionides qui sont entre le 2 octobre et le 7 novembre. Donc, on a l'impression que les petits grains de poussière qui arrivent viennent depuis la constellation d'Orion. C'est parce que la Terre va dans cette direction-là à ce moment-là. Les Perséides, c'est entre le 17 juillet et le 24 août. Alors pour les Orionides, c'est les débris issus des passages de la comète de Halley. Pour les Perséides au mois d'août, c'est 109P Swift-Tuttle. Entre le 6 et le 30 novembre, c'est les Léonides, c'est bien ça, donc au mois de novembre. 55P Tempel-Tuttle qui est responsable de ça. Ensuite, on a les Aquarides, c'est pour le Verseau. Du coup, Aqua, c'est le Verseau. Aquarius. C'est entre le 19 avril et le 28 mai, c'est encore la comète de Halley, parce que la comète de Halley, je crois que c'est une courte période, donc elle doit creuser 2 fois l'orbite de la Terre assez régulièrement, donc il doit y avoir peut-être à 2 endroits différents, si je comprends bien. Ça, entre octobre et mai, ça fait 6 mois d'écart, c'est ça, donc c'est de chaque côté de l'orbite de la Terre, logiquement. Et puis après, bah, c'est tout, c'est les 4 grosses pluies de météorites qu'on peut, pluies d'étoiles filantes qu'on peut voir chaque année. Voilà, voilà. Après, s'il y en a d'autres, en tout cas, elles sont beaucoup moins connues. Et ça donne quoi? Eh bien, c'est Histrion qui a le mieux répondu, je crois. Non, c'est Martial Relais qui a le mieux répondu, suivi d'Hugo Tranin, Histrion et Boucle aux oreilles. Bravo à vous. Et c'est Histrion qui remporte la coupe étoilée. Bravo, Histrion, GG. GG à toi, du coup. Alors, deux choses à faire. Eh bien, je vais changer le gagnant. Histrion, est-ce que tu es un 1 ou une Yel? Ou un Yel? Comment je dois te genrer, du coup, tant qu'à faire. Et Martial, est-ce que tu peux faire un il? Ok. Martial, est-ce que tu peux faire un petit discours pour Histrion GG, s'il te plaît, pour cette remise de coupe étoilée. Chaude, attention, hein, il y a 3 étoiles à la place des boules de glace, c'est beaucoup plus chaud, hein, là c'est pas moins 5 degrés, c'est 3000 degrés, 6000 degrés et 10 000 degrés, là c'est pas mettre ça dans la bouche quoi. GG. Et deuxième chose que je voulais faire, Histrion, où est ton petit chat que je te donne des étoiles? Là. Ah, raté. Ah, je l'ai perdu. Histrion, voilà, tac. Petite flopée d'étoiles pour Histrion. Tu pourras changer la couleur de ton petit chat. Et ainsi, c'est un marketing agressif pour que tu reviennes sur la chaîne avec un petit chat de la couleur de ton choix. Et je vais faire ainsi un peu de propagande pour les autres. Voilà quelques étoiles. Voilà, c'est parfait. Je vous dis en tout cas à bientôt sur YouTube et on se voit ensuite dans le chat pour dire au revoir à Hugo comme il se doit, réfléchir à un petit raid vers une autre chaîne. À bientôt sur YouTube.